Expatrié. Nom, adjectif. Vient du grec exo et patrida. Se dit d'un individu qui réside dans un autre pays que le sien. أنا أحبك. Te amo. Love is love. Rakastan sinua. I love you. Ich liebe dich. Watashi wa anata o aishite imasu. मैं तुमसे प्यार करती हूँ. I love you to the moon and back. Salut et bienvenue dans French Expat, le podcast de celles et ceux qui sont partis vivre à l'étranger. Chez French Expat, on a eu envie de vous réchauffer le cœur, rien que ça. Obicham te. Eu te amo. Ti amo. La semaine dernière, vous le savez, nous découvrions les histoires d'amour multiculturel de Mac et Cindy, Léa et Pedro, Aaron et Delphine, Fanette et Malte, ainsi que de Marjorie et Dylan. Aujourd'hui, on va discuter de ces couples, de leurs galères, de leurs histoires en présentiel puisque ce mot est à la mode ou à distance, de leurs joies aussi, mais également des situations où ça ne marche tout simplement pas. Car oui, ça arrive. Alors sans plus tarder, je laisse mon micro à Alice, Astrid et Gwen, Louisa, ainsi que Rachel et Alex. À tout à l'heure. Miloice. Ja älskar I love you. Bonjour, je m'appelle Louisa. On s'est rencontrés à la fac, nous étions tous deux jeunes étudiants. Quand j'avais 22-23 ans, c'était les années 2002-2003 et il faut se rappeler du contexte. À l'époque, on était dans les débuts d'Internet et puis on avait quand même un téléphone portable, mais on n'était pas encore à l'ère des réseaux sociaux, par exemple, ce qui va énormément jouer par la suite. Donc on se rencontrait essentiellement à la fac, quand on était jeunes, à la fac ou là où on était étudiant ou pour ceux qui travaillent, ou alors entre amis. Et moi, je l'ai rencontré à la fac et c'est une longue histoire, mais j'ai pas réussi à le draguer, le pécho tout de suite. Hein. On était très très proches, on passait beaucoup de temps ensemble, mais lui estimait qu'il était plutôt attiré par les femmes minces. Moi, il faut savoir que je suis une femme ronde ou grosse, selon l'appellation. Je l'ai toujours été et je me sens bien comme ça me définit. Et lui ne comprenait pas vraiment l'attirance qu'il commençait à avoir pour moi. Il n'arrivait pas à rationaliser ça. On était potes, quoi, mais moi, depuis le début, je le trouvais plus qu'attirant. Et je me disais, si un jour, peut-être, il voit que derrière toutes ces injonctions à la minceur, il y a aussi parfois des femmes qui ne sont pas minces, mais qui ont du charme pour autant et qui peuvent lui plaire. Et dès lors qu'il aura assumé ça, ça pourrait être une très belle histoire. Et donc, c'est ce qui s'est passé. On a fini par être ensemble après plusieurs mois et cette histoire a duré 13 ans avec une précision. Donc, moi, je suis française dans le sens où je suis née en France et c'est ma culture, clairement, mais j'ai aussi des origines, donc je suis d'origine algérienne. Voilà, je suis kabyle par mon père et par ma maman, je suis algérienne. Donc, une culture maghrébine, musulmane, donc avec cette fameuse position. On a un peu le cul entre deux chaises parce que on a l'éducation de la France, parce que c'est la France qui nous a tout donné en termes d'éducation, de système de santé, de toutes les chances que j'ai eues, même professionnellement, c'est la France qui me l'a donné, c'est pas l'Algérie. Pour autant, il y a aussi toute la culture de mes parents, de mes grands-parents, qui est très importante, qui a été fondatrice pour moi. Ça fait partie de ce que je suis. C'est un package global, donc on prend l'ensemble. Et c'est vrai que pour lui, c'était pas spécialement problématique parce qu'il est ouvert à toutes sortes d'origines, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais il se disait que si un jour ça devenait vraiment sérieux au point de devoir me présenter un jour ses parents et moi les miens, peut-être que nos parents respectifs ne seraient pas aussi ouverts. Vous l'avez sans doute compris, mais je me permets de vous le repréciser au cas où. Louisa et son compagnon sont tous deux français. Moi, c'est Alice, je suis ingénieure du son, j'habite en France et je suis en couple avec Amine qui, lui, habite au Canada. Donc Amine est d'origine marocaine berbère et il s'est expatrié au Canada quand il était très jeune, ce qui fait qu'il parle l'anglais comme si c'était sa langue maternelle avec un accent absolument parfait. Et il parle aussi donc le tarifite, la langue des berbères, il parle l'arabe et il parle un tout petit peu de français. Moi, je parle français parce que c'est ma langue maternelle, je parle aussi anglais et un peu d'arabe également. Donc tous les deux, on communique essentiellement en anglais ou alors parfois un peu en arabe, mais c'est surtout quand on se dispute en fait. Voilà. C'est Rachel. Et c'est Alex. Je suis française. Et moi, je suis américain d'origine mexicaine. Et ça fait très longtemps qu'on est ensemble.
presque 19 ans. Et pendant très 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 longtemps, en fait, on a été un couple à distance. C'est ça. Où est-ce qu'on s'est rencontrés ? On s'est rencontrés à Dublin. Moi, je faisais ma thèse à Trinity College et Rachel elle avait commencé aussi à faire des études à faire une thèse en histoire moderne. Et donc on s'est rencontrés complètement par hasard. J'ai travaillé pour l'université, j'étais RA et dans cet endroit où je travaillais, on avait une kitchenette qui avait un espace pour manger et comme tous les graduate students, on travaille tard et un soir j'étais en train de manger quand un groupe de personnes que j'appréciais pas trop sont arrivés. Je m'apprêtais à sortir en vitesse de la kitchenette pour retourner dans mon bureau pour continuer à manger là. Et en fait, moi, j'étais avec des personnes que j'appréciais pas non plus. Ces personnes m'avaient dit, écoute, ils avaient été très chiants toute la journée. Ils m'avaient dit, écoute, on est un peu désolé, mais il y a un gars bizarre qui a ramené du fromage. Donc toi, en tant que Française, si tu veux, viens avec nous, tu manges le fromage, et puis comme ça, au moins, tu auras mangé quelque chose et on se fait un peu pardonner. Et en fait, cet mec bizarre, c'était moi. Et moi, j'avais fait mes études de matrice en Belgique. J'ai passé presque 4 ans en Belgique. C'est là où j'ai appris mon français. Donc, si tu entends des choses bizarres, c'est pas seulement mon accent espagnol, mais aussi la belgitude. Et donc, à ce temps-là, ça me manquait beaucoup la Belgique et c'était super pas cher avec Ryanair de voyager entre Dublin et Bruxelles. Donc, je faisais presque toutes les 2 semaines un aller-retour et j'ai ramené des choses. Et donc, moi, on me dit, voilà, il y a du fromage. Et de loin, je vois le dos de ce mec bizarre et on me dit, ah voilà, c'est lui qui a ramené le fromage. Et donc, je m'assois en face de lui, et je me rappelle, il portait un pull bleu marine, on aurait dit un ours. Ah, merci, hein. Et donc, je le regarde et je lui dis, c'est toi le fromage ? Et là, tu m'as demandé si j'étais belge. Oui, exact, parce qu'on m'avait dit que c'était une sorte de belge. Et donc, je le regarde et je lui dis, 1, c'est toi le fromage, 2, est-ce que tu es belge ? Et il me dit, 1, oui, 2, non, je ne suis pas belge, je suis mexicain. Et en fait, on s'est mis à parler. Oui. Et on n'a jamais arrêté depuis. Et voilà, c'est 19 ans de ça. C'est ça. Salut, moi c'est Astrid. Hey, this is Gwen. Well, we first met at work, like most romances start. We were working for Maple Leaf Sports Entertainment. They take care of most of the sports teams in Toronto. Et donc, en fait, nos jobs, ils étaient dans la même équipe et on avait eu plusieurs occasions de travailler ensemble. Et ensuite, en fait, on n'était pas ensemble quand on travaillait ensemble. Moi, j'ai arrêté de travailler en juin 2019, à la victoire des Raptors. On a commencé à se voir en septembre. Donc 2 mois après. Alors lui, il était donc blond, les yeux clairs, et même en remontant très très loin dans les origines, dans l'arbre généalogique, on trouvait que des Français ou éventuellement des Scandinaves ou des Anglais, donc très européens. Et il n'y avait pas forcément eu beaucoup de mélange dans sa famille, ou peut-être fallait chercher auprès des cousins. En Vendée, peut-être on peut trouver quelques couples mixtes, donc avec d'autres origines, mais c'est tout. Et moi, j'avais un sujet, parce qu'il m'en parlait régulièrement. Il savait que sa mère était très ouverte, donc ancienne prof, très ouverte à plein de choses. En revanche, il m'avait dit assez rapidement que son papa avait des idées très arrêtées. Donc je savais qu'il y avait ça qui pouvait m'attendre, mais je me dis on a le temps. Voilà, profitons de notre histoire. Pour vivre heureux, vivons cachés, vivons cette histoire, voyons comment on se sent nous. On est au début, voilà, moi c'était ma première vraie grande histoire d'amour. Lui aussi, en tout cas à ce point-là, il a déjà aimé d'autres femmes auparavant, mais que ce soit aussi sérieux, aussi durable, avec de vrais projets, pas forcément. Et donc on vit notre truc et on se dit qu'on verra bien quand le moment sera venu. Et à un moment donné, la question a commencé à se poser parce qu'il se disait qu'est-ce qu'on fait pour Noël. Alors tout a commencé il y a quelques années maintenant. On était tous les deux dans notre parcours scolaire. On s'est rencontrés sur un site, alors je ne sais pas du tout s'il existe encore parce que c'était un très vieux site avec une très vieille interface qui s'appelait Penpal World. On postait notre profil et on rencontrait des gens du monde entier pour parler avec eux et notamment pour améliorer une langue. Et c'était tout à fait sécurisé, tu pouvais pas tomber sur des gens malhonnêtes. Tu écrivais ton profil et tu disais j'aimerais rencontrer des gens qui parlent l'anglais, l'espagnol, et moi je parle français, l'anglais, je peux
il y avait des espèces d'échanges qui se faisaient comme ça. Moi, je m'étais inscrite sur ce site pour rencontrer quelqu'un qui parlait anglais, mais anglais de manière, un anglais natif, quoi, pour que moi, je puisse m'améliorer en anglais. Je tombe donc sur le profil d'Amine, qui, lui, cherche à apprendre le français. Donc au début, voilà, on s'envoie quelques messages sur le site. Lui me parle en français, moi j'essaye de répondre en anglais et on essaye de se corriger sans pour autant se prendre la tête. On a vite arrêté de vouloir se donner des cours et de se corriger. Et donc on a parlé beaucoup très vite et tout de suite ça a très vite accroché parce on s'est rendu compte qu'on avait beaucoup de points communs. Et en fait le point commun qui nous a réunis, qui a fait en sorte que l'amitié pour l'instant qu'on était en train de construire a été vraiment très forte, c'est que on a tous les deux grandi dans le même genre de famille. On vient tous les deux de deux peuples qui sont absolument très riches d'histoire. Donc je suis d'origine juive et juive séfarade et lui est d'origine berbère. Donc on a tous les deux beaucoup d'histoires à raconter et surtout qu'on a tous les deux grandi dans une religion qu'on n'a pas vraiment acceptée en tant que telle. Donc moi le judaïsme et lui l'islam. On a réussi tous les deux à se détacher de l'emprise de la religion et on est tous les deux ici à vouloir transmettre, à vouloir parler de nos cultures, de notre histoire parce qu'elle est extrêmement importante pour tous les deux. Et ça a été vraiment un point commun assez incroyable parce que moi en France, j'avais jamais rencontré quelqu'un qui avait en fait vécu la même chose que moi et qui avait donc ressenti les mêmes émotions et les mêmes choses que moi. Et ça nous a permis de tout de suite avoir un lien très riche et nous permettre donc de continuer les conversations parce que finalement, on avait énormément de choses à se dire. Sachant que pour la première fois, l'un et l'autre, on rencontrait une autre personne qui avait vécu la même chose que nous. Et ça, c'était assez incroyable. Je me rappelle, il y a quelques années, on était à Paris et on appelle la maman d'Alex et on lui demande si tout va bien. Et elle nous dit oui, non mais franchement tout va bien. Et Alex me dit, il y a quelque chose dans sa voix qui me laisse penser qu'en fait, ça ne va pas du tout. Et donc Alex commence à cuisiner sa maman. Peut-être que c'est une différence culturelle, effectivement. Dans l'Amérique latine, quand quelque chose se passe, même si c'est grave, ouais. La question c'est de ne pas faire que les gens se font pas souci. C'est ça. Qu'est-ce qui se passe, donc, surtout quand on est ailleurs. On minimise un petit peu la chose. On minimise beaucoup. c'est vrai, dans ce cas-là, oui. Et donc, Alex cuisine sa maman. Ouais. Et on finit par apprendre qui en fait, mon beau-frère, il s'est fait tirer dessus 2 fois. Oui. Il était atteint à la cuisse. À la fesse gauche. À la fesse gauche et à la cheville. Et à la cheville, ouais. Et donc, ma mère m'a dit, ah oui, non, mais c'est pas grave. Oui, il était touché 2 fois, mais c'est pas grave. Il était allé dans l'hôpital et ça va bien. Il va s'en remettre. Ils l'ont mis en plâtre. Oui, ils lui ont mis un plâtre. Je ne sais quoi. Il va marcher comme ça pour 6 mois, mais bon, c'est pas si grave. On lui a donné une jolie canne. Voilà. On finit par raccrocher. Je regarde Alex et je lui dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Mais il faut qu'on appelle tout de suite ta sœur, qui ne nous avait rien dit. Et on appelle la sœur d'Alex. En fait, son mari était revenu de l'hôpital. Ouais. Et elle nous dit, attendez, on met la caméra. Ouais. On met la caméra et là, on avait la fesse du beau-frère en gros plan parce qu'il fallait absolument qu'on puisse voir l'impact de balle. Non, mais c'est vrai que oui, c'est des choses un peu bizarres. Est-ce que ça m'a choqué à moi ? Bon, oui, bien sûr. Mais est-ce que c'est quelque chose de très extraordinaire que se passe comme ça au Mexique ? Non. Donc ça c'était, je pense que pour Rachel, la première, on peut dire exposition. Ouais. Non. Oui, exposition. Your exposure. Ouais. Le grand sens de relativisation qu'on a au Mexique. C'est l'Amérique latine en général sur les choses qu'on s'arrive parce que tout se peut à régler. C'est pas un problème. Tout se peut passer. De toute façon, si on est mort, on ne sent plus rien. Donc voilà. L'expérience du dating au Canada, moi j'avais pas beaucoup daté, je trouvais que c'était un peu plus compliqué. Alors déjà les premières années j'avais autre chose à faire puisque je me construisais une vie, donc j'étais
t'es concentré sur d'autres choses. Mais c'est aussi des codes qui sont complètement différents que ce que nous, on peut connaître en France. Et c'est des codes que je maîtrisais pas du tout. Pour moi, au début, même je te posais des questions. Hein. Yeah, over here, it's you more try things first, or you there's a longer trial period, if you want to call it that, in terms of if you're working out whether you guys are compatible enough to actually take things seriously. Whereas from her understanding, it's go right away, and that was the main difference. And it's not to say that you don't want to be with this person or you don't see yourself with this person. I think over here it's you're more timid to things and you're more not shy, but you're more cautious to it, where you want that time to make sure things are right, so you can see how compatible you guys are. Alors que nous, on va plus se lancer dans une relation, même si on sait pas, on va pas avoir cette période, comme tu disais, de période d'essai. Moi, je lui ai dit plusieurs fois, et à chaque fois, même tes copains, ils rigolent, quand je dis, en France, tu embrasses quelqu'un, tu es avec cette personne. Ça veut dire que tu t'engages, sans même qu'on ait besoin de le dire, mais tu t'engages avec cette personne à essayer seulement avec cette personne, alors que ici, comme tu dis, il y a une période d'essai. Pour moi, il y avait cette difficulté, et que j'ai pas eu avec toi, parce qu'on était amis avant, où la personne, elle est pas investie avec toi à 100%, parce qu'elle essaye différentes choses. Alors que ça, c'est quelque chose dont on a parlé tout de suite. Moi, j'ai dit ça. Moi, je voulais pas ça. Mais toi, tu voulais pas ça non plus. Waouh. Absolument. Donc, je pense que pour moi, c'était plus la difficulté à s'investir dans une relation et la confiance dans le dating en général. Et ce que j'ai trouvé avec lui, c'est que déjà, je pouvais lui poser des questions. Et ensuite, ça a été clair rapidement que tu voulais être avec moi. Et il n'y avait pas d'étiquette, mais je savais que tu voulais essayer avec moi et qu'avec moi. Right. Parce que moi, si tu m'avais dit « Oh non, je vois 5 autres filles », j'aurais dit 97. On est très fiers de toi que tu saches dire 97. C'est difficile, c'est un nombre qui est difficile. Mais pour moi, c'était une des angoisses de me dire est-ce que je vais m'investir émotionnellement avec quelqu'un et que la personne va pas voir d'autres personnes à côté. Right. Et après, moi, je me retrouve toute seule alors que l'autre personne a continué son chemin avec d'autres personnes. Et je pense que pour moi, la chose qui m'a aidée là-dessus, c'est aussi qu'on était amis avant. Parce qu'on travaillait ensemble depuis 1 an et demi et qu'on s'entendait bien. Quels sont les défis d'un couple multiculturel ? C'est vraiment les fêtes de famille qui deviennent un sujet, parce que ses frères et sœurs emmènent leurs compagnons et compagnes, ce qui est tout à fait cohérent, ils ont eu des enfants et tout. Mais lui, on lui pose régulièrement la question, quand est-ce que tu nous ramènes quelqu'un ? Et puis il n'avait pas forcément encore parlé de moi, et puis petit à petit il en parle sans forcément me présenter. Et donc un jour, il a fallu quand même, il a fallu 5-6 ans, je pense 5-6 ans de relation avant qu'il me présente. Donc j'ai été présentée, donc j'étais très nerveuse. Je me suis dit, mais il faut que je fasse bonne impression, il faut que je sois, entre guillemets, pas la belle-fille parfaite, mais vraiment, on va me scruter beaucoup plus que quelqu'un d'autre, quoi. J'avais peur du jugement, j'avais peur qu'on me dise que j'étais pas assez bien, que peut-être pour lui c'était juste une passade en attendant, que j'étais peut-être juste une touche d'exotisme, enfin toutes les choses qu'on peut entendre, qui relèvent du fétichisme ou du racisme, et j'avais peur de ça, j'avais peur d'être rejetée. Peut-être que son père voudra juste pas du tout me parler. Voilà, je m'attendais un peu à tout, peut-être à une certaine froideur aussi. Et puis finalement, j'ai eu une belle surprise. J'ai pu voir qu'en fait, son père, il voyait que je m'intéressais à tous les sujets, notamment politiques. Lui, c'est un sujet qui l'intéressait beaucoup, l'économie, tous les sujets de société en fait qui concernent la France. Et puis, il a vu que j'avais de la conversation. Et après, il y a eu cette petite phrase que je trouvais très intéressante et très révélatrice. Mais Louisa, vous parlez sans accent en fait. Et puis il s'est avéré par exemple qu'il y avait des petites choses auxquelles j'avais pas du tout pensé, comme par exemple la maman qui faisait à manger pour tout le monde, pour pas se prendre la tête, ce que j'entends très bien, elle faisait un seul repas pour tout le monde, un seul type de recette pour tout le monde. Et ça pouvait un petit peu agacer ex-beau-papa, parce que lui, il aime bien manger de la charcuterie, du porc, quasiment à tous les repas.
Et moi, je n'en mange pas, donc par respect pour moi et pour éviter que j'ai ma petite assiette à moi avec mon repas à moi et pour qu'on soit tous autour du même repas, elle faisait pas de porc les week-ends où j'étais là. Donc c'était pas tous les week-ends, hein, c'était peut-être un week-end par mois, parfois un petit peu plus, mais du coup, lui savait que tiens, quand Louisa sera là, il y aura pas de porc ce week-end-là, et donc ça m'embête. Lui était d'une religion plutôt catholique à la base, et puis après il est devenu petit à petit agnostique, donc il prenait un peu de recul par rapport à ça, sachant qu'il avait fait tout le parcours, hein, baptême, communion, tout ça. Mais il réfléchissait beaucoup quand même à la théologie et s'était même renseigné sur l'islam, et il lisait beaucoup plus de choses que moi sur le sujet. Par exemple, moi j'avais dit d'entrée, moi j'ai jamais lu le Coran. Et lui me dit, mais tu sais, si tu creuses la vie du prophète Mahomet, il y a des choses quand même qui sont problématiques. Je me dis, me lance pas là-dedans. Je ne pourrais pas répondre et je suis pas là pour ça. Et je ne veux pas être le porte-parole de l'islam en France, c'est hors de question. Donc ça, c'est vrai que parfois ça pouvait être problématique. Et sinon, dans le quotidien, en fait, pour les repas, il n'y avait pas de souci particulier. Hein. Donc lui, il cuisinait ce qu'il avait envie de cuisiner. Puis moi, quand c'est moi qui cuisinais, je faisais pas de porc, mais lui, il avait pas besoin de manger de porc à tous les repas. Et là où ça a été un peu plus tendu, mais ça a été une explication assez rapide, c'est que moi je fais le ramadan. Et donc ça voulait dire qu'il y aurait un impact sur lui pendant un mois. Parce que de fait, je n'allais pas forcément manger aux mêmes heures que lui au niveau des repas, vu que c'est au coucher du soleil. Ça évolue selon l'année où il y a le ramadan. Des fois on mange assez tôt parce que c'est l'hiver, et des fois on mange très tard parce que c'est l'été, et on mange pas avant 22h. Donc lui, bien sûr, je lui dis de manger quand il a envie de manger, quoi. Il y a pas de souci, il a pas à m'attendre. Mais du coup, il y avait un décalage alors qu'on avait l'habitude de manger ensemble. Et puis, ça c'est un petit détail, mais ça a son importance quand même. Dans un couple, il y a aussi une vie sexuelle, a priori. Et dans notre cas, en tout cas, il y en avait une. Et donc, c'est vrai que pendant cette période-là, moi, je pratiquais le ramadan de telle façon que les interdictions sont levées au coucher du soleil. Donc, il va falloir attendre le soir pour qu'on puisse faire des câlins. Et il y en a d'autres qui estiment que c'est un mois saint et donc qui ne font rien pendant un mois. Je ne suis pas dans cette dynamique, je respecte, mais ça n'est pas la mienne. Et donc, c'est vrai qu'il savait que pendant ce mois-là, admettons qu'on soit ensemble un week-end, par exemple, le samedi-dimanche, qu'on fasse des balades, après la balade, on a envie de rentrer, il est encore tôt, on a envie de se faire des câlins, et plus, c'est pas possible, il va falloir attendre ce soir, mon chéri. C'est des petites choses comme ça, mais rien de grave, ça dure un mois, et ça se passait bien, globalement. Donc on s'est beaucoup écrit. Alors c'était un peu, ce site internet, c'était un peu sous forme de long mail, mais très vite on est passé aux premiers réseaux sociaux qu'il y avait. Donc je m'en rappelle plus, je crois que c'est Facebook, mais on a voulu s'échanger plus vite en fait. Donc des plus petits messages, mais plus vite. En fait on parlait tout le temps, malgré le décalage horaire. On se parlait tout le temps et c'est devenu très vite fort. On a beaucoup de points communs, on aime beaucoup le cinéma tous les deux, la musique, les langues. C'est pour ça d'ailleurs qu'on essayait d'alterner, on essaie de toujours continuer à parler français, parce que lui a toujours cette volonté d'apprendre le français, qui est une langue extrêmement compliquée. Moi, j'ai la volonté d'améliorer mon arabe, donc c'est vrai que lui m'aide beaucoup aussi là-dessus. On parle anglais, donc moi, j'ai très très vite progressé en anglais. Donc on continue à discuter et vient la question donc de la rencontre évidemment, mais quelque chose qui tombe très bien à ce moment-là, c'est que lui finit ses études et a besoin d'un stage. Et pour que son diplôme soit reconnu de manière internationale, il avait besoin de faire un stage à l'étranger. Dans une boîte à l'étranger, il pouvait choisir, mais voilà, il avait cette condition-là. Moi, de mon côté, j'étais un peu perdue dans le sens où j'ai fait moins d'études que lui, mais j'étais un peu perdue professionnellement, je ne savais pas trop quoi faire. Ce qui fait que j'ai voulu essayer de trouver de nouvelles expériences professionnelles. J'avais eu beaucoup de problèmes pendant mon parcours scolaire, dans le sens où beaucoup de stress, un parcours difficile, beaucoup d'examens, et donc j'étais un peu fatiguée par l'école et je voulais une expérience professionnelle, essayer de vivre quelque chose de différent, tout en essayant de me construire un avenir, dans le sens où je voulais aussi déterminer ce que je voulais faire plus tard. Et donc, je trouve un stage en Italie. Et Amine arrive à trouver aussi un stage en Italie. On n'est pas du tout dans la même ville, on n'est pas du tout dans le même coin. Et on est dans 2 régions différentes. On n'est pas du tout au même endroit, mais l'Italie est tellement petite que la distance n'est pas un problème pour passer du temps ensemble. Avec une voiture, le train, tout est facilement accessible, ce qui fait qu'on se retrouve assez souvent et qu'on passe facilement du temps ensemble, sachant qu'on est dans 2 régions différentes.
Et ça, c'est un point important pour la suite. Lui était à Bologne, voilà, et moi, j'étais à Reggio Emilia, donc, qui est une région qui est un peu plus au nord de l'Italie, mais entre les deux, on n'avait que 40 km entre nous, alors qu'avant, on avait carrément un océan. Quand on achète des trucs, la date de périmation. Ah oui, bon. Les quiproquos, c'est ça qu'on dit. Une des choses, je pense que c'est les plus intéressantes qu'on a découvert de l'une à l'autre, c'est the great belief qu'on a au Mexique dans la cryogénie. Ça veut dire qu'en fait, bon, s'il y a quelque chose qui sort dans le frigo pendant que c'était pas couvert avec une mousse verte, bon, c'est comestible. On trouve une manière. Moi, j'ai toujours l'impression que je vais attraper la peste, forcément. Donc, je laisse quelque chose dans le frigo 12 jours. Et le troisième, je sais que je dois manger tout ce que c'est dans le frigo. Absolument. Parce que madame ici, elle va pas toucher rien qu'on a acheté il y a 3-4 jours. Ouais. Je suis moins pire qu'avant grâce à toi, Alex. Donc, j'ai une histoire de mon père. Et ça, c'est quelque chose que j'ai appris. Ma famille avait une petite fruitier. Ah, un verger. Un verger. Dans lequel mon père avait des arbres de guayabas, des guavas. Moi, je déteste les guavas. Toujours, je détestais depuis que j'étais petit. Mais mon père, il adorait. Et chaque fois, chaque saison, il prenait une. Et c'était très sympa, je suis reconnaissant. Il prenait une qu'il disait « Ah, ça c'est pour Alex quand il vient visiter ». Il les mettait dans le frigo. Mais parfois, je ne retournais pas en 2 ans, 3 ans. Donc un jour, c'était 3 ans que je retourne. Il avait encore la guayaba qui était dans le freezer pendant 3 ans. Oui. Et mon père, il la sort, de gel, et me la donne. Et déjà, d'un côté, que je déteste la fruit, et de l'autre côté, que la fruit, il avait que les pépites qui restaient parce que c'était vraiment tout desséché. Tout desséché. Et bon, si même je suis pas comme ça, c'est vrai que je suis coupable de faire un peu de mining dans le congélateur, parce que parfois je pack des choses pendant 6 mois et finalement je les ressors presque l'an après, et bien sûr que Rachel va pas le goûter, mais je peux me faire une bonne mille. Omar, ton neveu? Mon neveu, il a mangé de gâteaux du mariage de ses parents. Oui. Parce qu'en fait, ma mère, elle avait congelé une grande portion de ces gâteaux, et ces gâteaux sont restés dans le congélateur presque 7 ans. I think it's just the same as any other relationship. I think it's just the communication. With us, there's obviously a language barrier that we kind of had to deal with, and a cultural barrier that we had to deal with it. But with us, we were very, very open to the other person's side, whether it be learning about the culture or learning the language or whatever intricacies there are with that other person. We were really good about that, and I don't really see many challenges in this relationship specifically. Je suis d'accord, c'est que on en a parlé très vite, que et ça rejoint un peu la partie dating aussi, c'est que tout de suite on en a parlé, dire comment ça marche de ton côté, comment ça marche de mon côté, comment on trouve aussi naturellement un juste milieu. Et c'est vrai que lui, il a commencé, donc je disais plus tôt, on a commencé à se voir en septembre 2019, et t'as commencé à apprendre le français en novembre 2019. Donc, sans que je lui demande, hein. Donc maintenant, il est capable là de comprendre quand je parle, de s'exprimer s'il a besoin quand on est en France. Et ça aussi, ça a été pour lui, je pense, en tout cas pour moi, de la manière dont je l'ai reçu, c'était un investissement de sa part, de me dire qu'il était investi déjà dans notre relation, d'une part, mais aussi qu'il avait envie de découvrir ma culture, et donc qui me prenait entièrement, pas juste Astrid qui est, j'allais dire canadienne, mais je suis pas canadienne du tout, parce que je suis très très française dans ma culture, dans tout ce que je fais, dans ce que je cuisine, dans ce que je regarde et tout ça, mais qu'il était intéressé par ce côté-là aussi, et donc c'est encourageant, et comme il dit, ça présente pas trop de défis pour nous, sachant quand même qu'on a 3 cultures du coup, parce que beaucoup de gens pensent qu'on en a que 2, mais il y en a 3, parce que même si t'es canadien, tu as ta culture, tout ce que tu manges, tes références, t'as beaucoup de choses jamaïcaines aussi. Yeah.
I think that kind of helped too, being from an immigrant family and, you know, just seeing what goes into, you know, learning the new culture when we got up here. That prepared me for learning the culture that she brings to the table. And I think it's the same for her, where when she came over here, she's seeing a world of differences, but beyond that, has someone that's willing to learn about those differences, and that doesn't necessarily see them as negative differences. It's just something to learn from. Ouais, c'est ça. Mais c'est vrai, ce que tu dis, c'est que le fait que toi, tu sois pas d'ici, même si t'as complètement la culture canadienne parce que t'es là depuis très longtemps, et le fait que tu connaisses ça avec ta famille, ça a apporté une plus grande ouverture d'esprit de ta part. Parce que j'ai jamais ressenti le fait que j'étais pas d'ici ou que je savais pas telle chose ou telle chose de manière négative. J'ai jamais eu parce que ça arrive, hein, quand on immigre dans un pays, j'ai des gens qui se sont moqués de moi ou qui se moquent de toi pour ton anglais ou parce que tu connais pas les références ou tout ça, et j'ai jamais ressenti ça. Ça a toujours été des conversations très naturelles et en sécurité. Je sais pas comment on peut traduire ça en français, mais en tout cas, oui, je me suis sentie en sécurité, quoi. Je pense plus que l'éducation, on voyait qu'on avait vraiment des différences par rapport au fait que moi j'ai grandi en banlieue parisienne, donc avec des références parfois de cette culture-là, de cette culture peut-être un peu urbaine, hip-hop, etc. Lui, il y avait plus une culture de la campagne. Là aussi des références culturelles qui peuvent être communes, hein, parce qu'on avait le même âge. Mais je sentais que parfois il y avait des choses que j'avais connues et pas lui, quoi. Donc c'était assez amusant de partager aussi ces points communs et ces différences. Ça reste un vrai regret aujourd'hui. Lui, il a pris le temps. Il a pris le temps de me présenter. Il a mis 5-6 ans et j'ai fini par rencontrer à la fois ses parents, ses frères, ses sœurs, ses neveux. Et j'ai été intégrée dans cette famille. Moi, je ne l'ai pas fait pour une raison principale. C'est que j'ai des grands frères qui sont passés par là avant moi, qui ont présenté leur compagne en sachant ce qui allait se passer, à savoir un refus. Ils savaient très bien qu'il y aurait un refus, non pas de mon père, mais de ma mère, qui est très dure là-dessus, qui a un très très fort caractère. Quand ma mère, elle est pas d'accord, elle le fait savoir très clairement, et surtout, tu es renié. C'est-à-dire que tu ne pourras plus mettre les pieds à la maison. Et c'est ce qui s'est passé pour mon grand frère pendant des mois, voire des années. Moi, j'ai vu mon grand frère en cachette parce que ma mère voulait plus qu'on le voie parce qu'il s'était fiancé avec une Marocaine et que c'était hors de question pour elle, quoi. Et moi, c'est quelque chose qui m'a marqué parce que j'étais jeune à l'époque. Donc, je m'étais dit, c'est très simple. Pour vivre heureux, vivons cachés. Donc on se lance dans cette nouvelle aventure de l'Italie. Moi, j'ai adoré l'Italie. J'ai adoré le boulot que j'ai fait là-bas. Moi, j'étais dans le sound design pour les voitures électriques. Lui était dans l'intelligence artificielle, le machine learning, etc. Et on a adoré nos expériences professionnelles en Italie. Et surtout, on a pu se rencontrer et passer des moments inoubliables ensemble, quoi. On a découvert l'Italie d'une manière vraiment extraordinaire. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas faire mieux. Évidemment qu'on était là surtout pour le travail parce qu'on avait des emplois du temps chargés, on avait des responsabilités, il y avait des choses à rendre, des dossiers, etc. Les Italiens ont la particularité d'inclure vachement les stagiaires dans le corps de l'entreprise, ce qui n'est pas du tout le cas en France, par exemple. Et donc, c'est vrai qu'on a été étonnés des responsabilités qu'on avait déjà, mais ça ne nous a pas du tout empêché de passer des moments incroyables. On a passé 6 à 8 mois, je crois, en Italie pour travailler. Et on a découvert l'Italie vraiment que tous les deux. J'appréhendais forcément la rencontre en vrai, mais tout de suite, ça a matché, quoi. Rien ne s'est brisé, en fait, et ça a été assez fort parce que on a continué à passer des bons moments, on s'est fait maintenant des vrais souvenirs, mais on s'est rendu compte que tous les deux, on a été vrais avec l'autre personne, même quand on était en ligne, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de mauvaise surprise, quoi. Et ça, c'était vachement chouette. Toujours en ayant en tête que là, si du coup on mettait un point de départ à une relation, la relation allait être à distance de toute façon, on le savait tous les deux. On est trop jeunes pour décider de partir vivre dans un pays, de rejoindre l'autre. De toute façon, pour l'instant, c'est une question qui se pose pour le futur évidemment, mais pour l'instant, on savait que la relation à distance était ce qui nous attendait. Mais ça marchait très bien parce qu'on avait échangé déjà pendant des mois par téléphone. On avait eu la possibilité de regarder des films ensemble, de faire de la musique ensemble. C'était pas impossible, quoi. Pour nous, ça nous faisait pas peur. Pour l'instant, ça nous faisait pas peur. Donc on a passé vraiment des mois de dingue en Italie.
Jusqu'en mars 2020, où le Covid est arrivé. Et en Italie, il a été particulièrement violent parce que l'Italie a été un des premiers pays à confiner et à mettre en place des restrictions extrêmement sévères. On continuait à aller au travail, mais tout était fermé. Les écoles étaient fermées, les musées fermés, le cinéma, etc. Tout a fermé très vite, sauf les lieux de travail. Le télétravail n'avait pas encore été mis en place. La première fois qu'on est allé manger chez ta sœur, Irma. Ah oui, oui, oui. Donc je savais que le mari d'Irma, Javier, celui qui s'est fait tirer dans la fesse, je savais que c'était quelqu'un qui aime manger très 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 épicé. Ouais. Et donc on nous avait dit vous allez venir pour le déjeuner. Donc on arrive et je vois sur la table une quantité phénoménale de sodas différents. J'avais jamais vu ça. J'en avais jamais vu autant. Ouais, c'est vrai. Ouais. Et petit à petit les personnes arrivent. Et chacun avait son chaque soda. personne avait son propre soda. Donc on avait une table recouverte de sodas différents. Donc c'était des couleurs hyper pétantes. C'était rigolo. Et puis moi je commence à éternuer, tousser. Je dis à Alex, je sais pas ce que j'ai. Je commence à éternuer, je commence à tousser. Et là Alex me dit ah c'est Javier qui est en train de cuisiner. Sa sauce. Et c'est sa sauce. Je n'ai même pas réussi à rester dans la même pièce que vous quand vous étiez en train de manger, tellement c'était fort. Oui, c'était le truc de 120 chiles per kilo, kilo et demi de tomates. Non, c'était délirant. Ouais. Et alors, du coup, j'ai mangé toute seule comme une pauvrette avec ta sœur qui avait pitié et qui me demande qu'est-ce que tu veux boire. Et moi, je dis de l'eau. Elle me dit d'accord, alors de l'eau avec quoi? Je lui dis non mais juste de l'eau. Elle me redit mais de l'eau naturelle. Et je dis oui. Et là, silence. Et les questions fusent. Est-ce que tu es malade? Est-ce que tu es malade? Est-ce que tu es au régime? Est-ce que vous attendez un enfant? Ouais. Et moi je dis juste non, juste j'aime l'eau. Et c'est vrai qu'au Mexique, c'est très culturel. Beaucoup de gens font des choses qui disent « Oh, les aguas frescas au Mexique » et tout comme ça. En fait, ça que c'était drôle pour moi quand les gens disent l'horchata, l'agua fresca. En fait, au Mexique, ça c'est la solution pas chère pour simplement avoir de sucre dans l'eau. C'est très courant de avoir quelque chose avec un flavoring, avec du sucre. C'est pas très courant de simplement boire l'eau. De l'eau, ouais. Sauf si tu es sportif ou au régime ou malade. Ou pauvre. Que c'est un stigma au Mexique. Donc aussi, ça peut être compris si tu bois de l'eau. Tu n'as pas les moyens. Tu n'as pas les moyens de t'acheter quelque chose qui a du sucre. Parce que le sucre, c'était toujours important. C'était pas seulement quelque chose qui donnait de goût, mais c'était quelque chose qui donnait d'alimentation, d'énergie. Ouais. Et du coup, moi, c'est vrai que dans ta famille, on m'appelle agua natural. Ah, c'est vrai. Que le fait d'être différent, ça a apporté plus d'empathie et ça a aidé à se comprendre, parce que je crois qu'on en parlait peut-être un peu plus tôt, mais en tout cas moi c'est comme ça que je le ressens, c'est qu'on va chercher à comprendre pourquoi l'autre se sent de cette manière-là par rapport à son expérience, par rapport à sa culture et par rapport à ce qui est normal. Et en fait moi en tout cas je vois encore plus dans cette relation, et qui va s'appliquer en fait à tout le monde, mais c'est que notre normal, enfin mon normal, c'était pas ton normal à toi. Et donc, une fois tu m'avais dit que quand tu commences une relation avec quelqu'un qui a les mêmes bases culturelles, tu vas supposer que t'as les mêmes bases, mais quand c'est là tu pars de zéro, tu construis tout puisque t'as pas de culture en commun, donc t'as pas de codes sociaux en commun. Et donc là, tu dois vraiment plus te poser la question. Et lui poser la question aussi, à dire comment toi tu vois les choses, aide-moi, mets des mots sur ce que tu ressens, sur comment tu les vois, pour que moi j'arrive à comprendre d'où tu viens. Et parce que je trouve que c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus sain, pour moi en tout cas, de mettre des mots et d'arriver à comprendre comment l'autre voit les choses, plutôt que déjà de supposer, et encore plus dans une relation où, comme je disais avant, t'as pas les mêmes bases. Si un jour je dois leur présenter quelqu'un, c'est parce que je suis à 100% sûre qu'il va pouvoir être accepté et que ça va bien se passer. Et j'étais pas prête. Ils ne savent pas que j'ai eu un copain pendant 13 ans, ils savent pas qu'on a été paxés, ils savent rien de tout ce qui s'est passé pendant 13 ans.
Moi, je savais que si je devais me battre au point que ma mère me dise, bah voilà, t'es renié, tu passes plus à la maison, etc., il fallait que ce soit quelqu'un qui soit prêt à s'investir, c'est-à-dire à s'installer avec moi, à, pourquoi pas, fonder une famille, etc. Et à l'époque où on était ensemble, j'étais prête, moi, à ce qu'ils viennent s'installer, à ce qu'on vive ensemble, et puis l'appartement lui convenait jamais. Et puis en fait, c'était un signe pour autre chose. En fait, il n'était pas vraiment prêt à s'installer, ou il préférait le mode de vie où chacun était chez soi. Et quand j'ai eu enfin le bon appart dans le bon quartier qui lui convenait bien et où il pouvait se projeter, eh bien on était à quelques mois de la rupture finalement. Donc finalement il s'est pas vraiment projeté le jour où tu es prêt à t'installer. Et bah très bien, là à ce moment-là je pourrais te présenter à ma mère. Et une semaine après tout ça, confinement, vous ne bougez pas de chez vous. Sauf qu'en Italie, on ne pouvait pas tricher. C'est-à-dire qu'il y avait des militaires qui surveillaient que tu ne sortais pas de chez toi. Les villes étaient physiquement fermées avec des barricades, avec des policiers, des militaires qui surveillaient et qui mettaient des amendes et qui faisaient vraiment la loi. C'était l'Italie qui est un pays qui vit énormément à l'extérieur. Il y a toujours du monde sur les terrasses, il y a toujours du monde au restaurant, dehors, dans la rue. Il n'y avait plus personne et c'était assez effrayant. L'Italie a fermé ses frontières aux autres pays, mais aussi a fermé ses frontières à l'intérieur du pays. C'est-à-dire que les frontières des régions étaient aussi physiquement fermées. Donc, Amine et moi, on ne pouvait plus se voir, même s'il n'y avait que 40 km entre nous deux, la frontière était fermée. Le Canada prend les choses en main hyper rapidement, ce qui fait qu'il peut rentrer malgré le confinement et malgré les frontières. Moi, je ne peux pas rentrer parce que la France, c'est une autre histoire. Donc moi, je reste en Italie et lui, il rentre. Et là commence donc la vraie relation à distance, la pure et dure, c'est-à-dire qu'on ne s'est pas revus depuis ce moment-là. Le Covid ne nous a pas autorisés à nous revoir. On n'a pas les moyens d'acheter des billets d'avion tous les jours pour faire en sorte de pouvoir se voir. On n'a pas la possibilité non plus de se libérer n'importe quand. On a tous les deux un travail qui nous prend du temps. Les vagues de Covid se sont enchaînées, que ce soit en France et au Canada, surtout qu'il y a la particularité qu'elles ne soient pas en même temps, ces vagues. Ce qui fait que quand ça allait à peu près bien en France, ça n'allait plus au Canada et que les frontières fermèrent et ouvraient. On a tenté plusieurs fois de se revoir, mais les billets s'annulaient. Et maintenant, ça fait à peu près 2 ans. Et donc, on a commencé cette relation à distance. Et à vrai dire, rien n'a vraiment changé parce que on a mis en place plein de petites choses pour faire en sorte que ça se passe bien et qu'on le vive bien. Et on sait que de toute façon, la finalité de tout ça, c'est de se revoir et d'avoir éventuellement un avenir physique ensemble. On a toujours cette connexion, même aujourd'hui en fait, on se parle toujours autant. Et donc on a mis en place plein de petites choses, malgré le décalage horaire qui est de 6 heures. 6 heures de décalage sur 24 heures, ce n'est pas si énorme que ça finalement. On arrive à se trouver du temps, on arrive à s'organiser, on passe des moments ensemble tout en ayant aussi nos propres moments à nous. C'est important de pas non plus parler tout le temps, non-stop, texto sur texto, appel, parce qu'il faut qu'on ait nos vies aussi à nous. Et ça, on l'a très bien intégré dans le sens où, voilà, il y a un petit moment dans la journée, on va raconter notre journée ou ce qu'on va faire, ou peu importe. Et après, on vit nos vies. Et on va passer un moment, on va regarder un film. Grâce au confinement, il y a plein d'applications qui sont sorties où on peut regarder des films en simultané. Et c'est vrai que ça nous a pas mal aidé parce qu'on est tous les deux très fans de cinéma. Se partager une musique qu'on a bien aimée dans la journée, une photo, partager beaucoup de photos, des appels. C'est évidemment très dur parce qu'on a beaucoup de doutes. On peut avoir des doutes évidemment, mais ça nous apprend évidemment à être plus confiants et à faire grandir cette confiance-là. Parce que même si, imaginons que voilà, ça ne marche pas à la fin et que si jamais on a la chance de vivre ensemble et que ça ne marche pas, on sait que ça nous aura apporté une vraie force pour la suite. Moi, je sais que je me suis aussi construite avec ma petite entreprise en tant que personne. Je suis aussi moi-même solide seule. Et solide avec lui, mais aussi solide seule. Et je pense que ça c'est important et de ne pas se dire que la relation à distance nous empêche de... Ça a forcément quelque chose de différent qu'une relation en physique. Mais à la fin, en fait, les choses qu'on a découvertes, pour faire une petite résumé de tout ça,
c'est que oui, il a des choses superficielles et des choses qui peut-être pour des gens sont importantes, qui sont des différences culturelles, mais pour nous, c'était pas vraiment si important. À la fin, on a trouvé qu'il y a beaucoup plus de choses qui sont similaires et se comprend très bien, et que si on s'entend bien et on fait l'effort, c'est pas si difficile. Il faut simplement être un peu ouvert d'esprit avec des gens qui font peut-être les choses un peu plus différentes. Ouais. Et avoir beaucoup d'humour. Ouais. Et les attentes en général, tout le monde mange, tout le monde veut faire une petite sortie de dimanche, tout le monde veut apprécier un livre ou quelque chose, ou de la musique, ou voir un show ou quelque chose. La vie, c'est pas si compliqué, pendant qu'on les donne le temps à l'autre personne et qu'on lui laisse un certain espace aussi. Voilà. Et donc, est-ce qu'il a des différences culturelles? Oui, peut-être, mais pour nous, ça n'a jamais été un problème. En fait, au contraire, en fait, ça nous enrichit. Et les problèmes, je ne sais pas si c'est un problème, mais que maintenant, on même se rend pas compte. Oui, c'est ça. Et on dit, ah oui, c'est vrai que tu fais pas les choses comme ça. Ok, bon, alors, on continue. Et c'est comme ça. Moi, j'ai une note dans mon téléphone où je note tous les trucs drôles qu'il dit en français. Alors, des fois, au tout début, où il apprenait le français, je crois que je lui avais dit... Oh, there's a list. Yeah. Nice. J'ai une liste dans mon... bien sûr, comment tu veux que je me rappelle de tout, sinon? It's funny, because sometimes I'll ask her to repeat things with her little French accent that she doesn't think she has, but she definitely has. I do not... Je n'ai pas d'accent quand je parle anglais. Oui. Oui, voilà, par exemple, c'est... J'en vois une autre. Je lui avais dit à l'aise Blaise, mais des fois, je le fais exprès d'utiliser des expressions comme ça. Exprès, oui et non, parce qu'il y en a, c'est naturel, parce que ça va me faire rire. Et puis d'autres, parce que c'est du langage qu'il apprendra pas dans les livres. Et quand je lui avais dit à l'aise Blaise, et que je lui avais expliqué ce que ça voulait dire, il m'a dit, quoi? Blaise Matuidi, son nom, ça veut dire relax? Again, in my defense, the language has very similar sounding words. To the non-French person, it's Blaise Matuidi sounds like a lot of things in Blaise there. Matuidi. That's what I said. What did you say? Voilà, à chaque fois qu'il me demande de répéter, maintenant ça va mieux, mais je pensais que c'était par rapport à mon anglais. Et en fait, pas du tout, c'était des fois qu'il avait juste pas entendu. Après, des fois, c'est par rapport à mon anglais. Quand il y a des H, non. That sucks. Non. Il y a toujours, même si on rigole beaucoup par rapport au langage, le fait que des fois il rigole par rapport à mon anglais, c'est jamais méchant. Mais comme il apprend le français, je le prends pas mal non plus, parce que déjà je pourrais me moquer de lui un jour. Mm-hmm. Mais aussi parce que je sais qu'il prend la peine d'apprendre une nouvelle langue, qu'il sait ce que c'est d'apprendre une nouvelle langue. Donc je pense qu'il y a plus de bienveillance là-dedans. Il n'y a jamais de méchanceté quand on parle de la langue. Je comprends des fois. C'est juste que des fois, j'écoute plus après quand il y a trop de monde et que vous parlez tous anglais. Yeah. Ce qui est un peu compliqué aussi, c'est que nos familles respectives n'y croient pas. Et nous le font savoir, bien évidemment. Surtout de mon côté, en fait. Parce que on nous dit souvent, écoute, qu'est-ce qui pourrait l'empêcher de te remplacer? Ou qu'est-ce qui pourrait t'empêcher, toi, de rencontrer quelqu'un d'autre? Et je remarque que on ne m'aurait jamais dit ça si Amine avait habité dans la même ville que moi. Moi, je trouve ça dommage qu'on puisse penser comme ça. Et qu'on puisse partager cet avis-là. Surtout quand c'est déjà compliqué, quoi. Mais si on fait abstraction de ça, c'est vrai que moi, ça m'a rendue plus forte d'avoir cette relation à distance parce que j'ai pris confiance, je fais confiance en quelqu'un, je me fais aussi confiance et ça, je pense que c'est le plus important. La technologie aujourd'hui fait que ça rend les choses beaucoup plus faciles. Nous, quelquefois, c'est vrai que la nourriture, on adapte des choses. Par exemple, je suis une fan, j'ai fait découvrir à Alex la raclette. Je suis une fan de raclette. Et moi, je suis un fan de quesadillas, donc on a terminé en train de faire quesadillas à la raclette. C'est très bon. Ou sinon, on le fait avec des autres choses. On fait une fusion à notre style. Ouais. Et donc, en fait, notre culture, c'est une sorte de patchwork de plein de cultures qu'on a eu la chance de côtoyer. Au revoir. Salut. Bonsoir. Anna أحبك. Te amo. Love is love. Rakastan sinua. I love you. Iklive di. Watashi wa anata o aishite imasu. मैं तुमसे प्यार करती हूँ. I love you to the moon and back.
Et voilà, on s'arrête là pour aujourd'hui. Un grand merci à Alice, Astrid, Gwen, Louisa, Rachel et Alex pour leur participation. Je sais que l'exercice n'est pas facile, alors je vous en remercie tout particulièrement. Običam te. Eu te amo. Ti amo. La semaine prochaine, on continue d'explorer les relations multiculturelles. Tous nos invités partageront leurs conseils et les petites choses qu'il ou elle aurait aimé savoir avant de se lancer dans cette aventure amoureuse. Si vous avez envie d'échanger avec les protagonistes des épisodes d'aujourd'hui ou de la semaine dernière, direction les réseaux sociaux. On est à peu près partout sur Instagram, Facebook, LinkedIn et Twitter. Vous cherchez tout simplement French Expat, le podcast. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode et à mardi prochain pour de nouvelles histoires. Bonne journée!